Donc moi, je vais effectivement vous parler de plantes, mais vous verrez pas seulement... alors, est-ce que je suis au bon endroit par rapport à la lumière? On m'a dit qu'il fallait que je sois dans la lumière. Est-ce que je suis bien dans la lumière, là? Il me semble que c'est plutôt ici. Donc je vais effectivement vous parler essentiellement de plantes, mais aussi d'organismes qui sont associés à ces plantes. J'en parlerai plutôt vers la fin de mon exposé. Et je vais essayer de vous montrer comment, en s'intéressant à ces organismes, on est amené à explorer puis à reconsidérer certaines grandes questions de la biologie. Alors effectivement, vous verrez qu'on va croiser aussi un peu l'histoire de l'alpinisme et l'histoire de la biologie, et vous verrez aussi que ces deux histoires-là se croisent de manière assez surprenante. Alors je vais aussi commencer par un mot d'excuse qui en gros consiste à m'excuser pour ne plus être là le reste du week-end. Je suis là que ce soir et c'est pas par manque d'intérêt pour tout ce qui va se passer, mais juste parce que j'avais d'autres contraintes familiales en l'occurrence. Et alors vous allez voir aussi que pour un certain nombre de choses, je vais légèrement répéter deux trois choses qu'a dit Christophe, mais je vais les dire différemment, donc c'est ça l'avantage. Et puis la pédagogie et aussi l'art de répéter, n'est-ce pas? Donc du coup, je suis sûr que vous retiendrez bien au moins les choses qu'on aura dites deux fois. Donc, que nous apprennent ces plantes? Alors, je voulais effectivement commencer par rappeler que, alors cette image des îles du ciel, je voudrais vous dire qu'il s'agit bien juste d'une métaphore, hein, c'est une métaphore pour représenter des milieux qui sont en situation insulaire, hein, tout simplement. Donc moi, j'aime bien faire ce parallèle entre le massif Écrin-Meige ou Écrin-Pelvoux, là où je travaille beaucoup, et puis par exemple cet archipel de Lord Howe, donc ce qui est en commun entre ces deux types de milieux, c'est qu'on a affaire à des écosystèmes dans lesquels vivent et se multiplient éventuellement des espèces dans ces millieux-là, et ce qui les caractérise, c'est que ces milieux sont entourés par un milieu qui est particulièrement inhospitalier pour ces mêmes espèces qui y vivent. On a affaire à des milieux insularisés, la plupart des plantes qu'on trouve en haute montagne ne sont pas capables de vivre en basse montagne. Donc si je prends cette photo aussi, j'aime bien démarrer avec celle-là, c'est pour montrer qu'elle correspond bien à l'image qu'on a de la haute montagne en général, c'est-à-dire un univers qui est strictement minéral. Et je vais essayer aussi de vous montrer que, et ça vous l'avez déjà vu d'ailleurs avec les exposés qui ont précédé, mais je voudrais être sûr que vous repartiez bien avec cette image qu'il ne s'agit en rien d'un désert biologique, la haute montagne. Elle est en fait peuplée de très nombreux organismes, et pour certains qui sont très petits et qu'on pourrait rater. Alors, effectivement, je prends une image, alors c'est un peu loin de vous, je sais, c'est à peine 50 km, mais on n'est plus en Savoie, c'est la chaîne de Beldon, hein, pour vous montrer l'exemple d'étagement de la végétation. Et donc, quand je parle de plantes de haute montagne, je vais parler essentiellement de plantes qui sont dans les étages alpins et surtout l'étage nival. Et je nomme pas ces plantes actuellement, puisqu'on va en reparler pendant l'exposé. Si on parle de haute montagne à proprement parler, c'est seulement 3% de la surface du globe. Et un nombre relativement réduit d'espèces végétales, hein, seulement 10 000 espèces qui sont capables de vivre à très haute montagne. Une autre caractéristique de la haute montagne aussi, c'est que cette zone de montagne, de cette végétation qu'on peut définir comme une végétation rase et sans arbres, en fait, son altitude est dépendante aussi de la latitude. Et c'est pour ça qu'on a, quand on va vers les pôles, une espèce de continuum entre les végétations alpines et arctiques. Donc, du coup, des fois, par abus de langage, on parle de toundra alpine. Et donc, les étages dans lesquels on trouve ces milieux-là sont les plus hauts, bien sûr, au niveau de la zone intertropicale, en gros, pour faire simple. Et nos Alpes, telles qu'on les connaît, sont finalement des altitudes relativement modestes pour les milieux alpins à l'échelle mondiale. Alors moi, je vais aborder plusieurs sujets. D'abord, je vais vous faire une espèce de bref historique, alors complètement biaisé et totalement personnel de ce que j'appelle la botanique alpine, et en particulier la botanique de haute montagne. Je vous parlerai aussi de comment ces espèces s'adaptent, ou en tout cas d'adaptations que je trouve un peu fondamentales au climat extrême de la haute montagne. Je vous dirai aussi un peu ce que ces espèces nous apprennent en termes de l'origine des espèces, c'est-à-dire quand et comment apparaissent de nouvelles espèces, donc le phénomène de spéciation. Ce qu'on apprend aussi en termes d'interaction entre espèces, et puis peut-être, si je ne vous ai pas endormi, je vous parlerai des grandes glaciations à la fin. Alors, je vais commencer par cette première partie. Alors bien sûr, vous savez, les montagnes ont été très longtemps des objets de mythes et de croyances, et c'est en fait quelque chose de très récent dans l'histoire de l'homme que l'homme adopte une posture scientifique quand il s'intéresse aux montagnes. Les montagnes, elles ont été tantôt le refuge des démons, le domaine des dieux, mais très rarement un objet d'étude scientifique. Alors c'est vrai, comme tout le monde le sait, et je sais que vous en avez beaucoup parlé, nous avons Humboldt comme grand pionnier de la botanique et de la découverte alpine, mais avant lui, on avait en Europe ce monsieur,
von Haller, qui a été le premier à lister une flore de la région alpine. Alors à l'époque, vous voyez que la dénomination binomiale d'espèces n'était pas encore complètement utilisée. Il a notamment dans sa flore, sous des noms différents, les fameuses Androsas helvétiques et Androsas alpina, dont nous reparlerons. Alors bien sûr, Humboldt et le fameux Chimborazo, le premier essai de géographie des plantes, c'est la première fois et la première trace dans la littérature qu'on a de travail sur l'étagement. Alors Humboldt, il a décrit un genre dont on en parlera aussi, c'est le genre Espeletia. Donc ces plantes qui font des grandes rosettes élevées dans les paramo, dans le milieu alpin tropical. Mais je vais en reparler. Un autre homme important de la botanique alpine, c'est ce monsieur qui était donc anglais de naissance, mais qui a grandi à Paris, qui était d'ailleurs au lycée Henri IV ou Louis le Grand, je ne sais plus, mais qui a bénéficié des grandes formations françaises. Lui, il a été ensuite la honte de sa famille, il s'est juste mis à la botanique et il a voyagé dans les Andes et il a produit la première flore des Andes, dans laquelle il liste 2 espèces sur lesquelles on peut s'arrêter un moment. Donc Espeletia chulci, donc je vous ai parlé à l'instant d'Espeletia, le genre avait été donc décrit par Humboldt et Bonpland, et Lucilia chulci. Alors ces 2 espèces ont quelque chose en commun, et pourtant c'est pas évident, hein, c'est qu'elles sont toutes les 2 cousines d'une autre plante à laquelle elles ne ressemblent absolument pas, qui est le tournesol. C'est la famille des Astéracées. Donc voilà, vous voyez, 2 types d'adaptation au milieu alpin qui produisent des morphologies radicalement différentes et encore plus radicalement différentes de leur ancêtre commun. Donc là, on a un premier aperçu du produit de l'évolution et de ce que ça peut produire dans les milieux alpins. Alors, une personne très importante, et vous allez voir qui joue un rôle très important aussi dans l'histoire de la biologie, c'est ce monsieur, c'est John Ball. Alors John Ball, c'était un botaniste irlandais, mais londonien d'adoption. Et il était le membre fondateur du premier club alpin. Le premier club alpin qui a jamais été fondé, c'est celui de Londres. À cette époque, c'était le tout premier. Et il était aussi botaniste. Et donc, il avait eu la bonne idée qu'il fallait créer un journal. Donc, ce journal qui portait à cette époque le titre de Peaks, Passes and Glaciers, mais qui ensuite est devenu l'Alpine Journal, dans lequel il relatait donc ses ascensions et les ascensions de ses camarades. Et il relatait aussi ses découvertes botaniques. Donc, par exemple, il parlait et il donnait des indications sur où on pouvait trouver, par exemple, la silanacole, la linéaire alpine, la renoncule des glaciers. On a quelques informations grâce au récit de John Ball. C'est des premiers éléments, des premières données, des distributions altitudinales d'espèces dans les Alpes européennes. Alors du coup, John Ball était fasciné par la flore alpine et il en a même produit un essai. Donc un essai qui portait ce titre sur l'origine de la flore des Alpes européennes, dans lequel il stipulait une hypothèse un peu particulière. Il expliquait l'origine de toutes les plantes à fleurs par un ancêtre qui aurait été dans les Alpes. Alors je m'explique. À cette époque, on connaissait les premières plantes à fleurs du registre fossile datées d'environ 60-70 millions d'années, et on savait à l'époque que ces plantes à fleurs apparaissaient de manière extrêmement brusque dans le registre fossile. Donc c'était un peu un mystère, et je vais en parler ensuite, c'était aussi un mystère pour Darwin. Donc lui, il a suggéré que l'ancêtre commun était dans une zone où il n'y avait pas de fossilisation. Or, il y a très très peu de fossilisation dans les milieux alpins, puisqu'il n'y a pas de sol, il n'y a pas d'accumulation, et que c'était au fur et à mesure que ces plantes étaient redescendues en altitude qu'on trouvait des fossiles, d'où une apparition brusque. Donc cette théorie, pour le coup un peu surprenante, a plongé Darwin dans un très grand désarroi, et dans une lettre, Darwin, juste après avoir lu l'essai de John Ball, écrivait à son ami Joseph Hooker, qui était botaniste aussi, et lui décrivait en fait le mystère de l'origine des plantes à fleurs comme en fait une épine fondamentale à sa théorie de la sélection naturelle, parce que Darwin concevait la sélection naturelle comme un processus lent et graduel. Et l'apparition de plantes de manière brusque dans un registre fossile, pour lui, était un mystère abominable. Et cette phrase reste depuis dans la littérature en biologie évolutive, et les biologistes d'évolution l'utilisent fréquemment. C'est une expression qu'on trouve fréquemment dans les titres d'articles scientifiques, et qui sert aussi beaucoup, d'ailleurs, j'allais dire, dans la presse grand public aussi, pour faire parler un peu de biologie évolutive, ou de résultats, ou de vulgarisation de résultats de la biologie évolutive. Donc John Ball a surpris un peu tout le monde avec sa théorie. Alors vous savez, hein, l'histoire ensuite, c'est que
ce qu'avait écrit Darwin, bien sûr, précédé, mais toute et une grosse partie de la biologie évolutive, ça on l'a dit tout à l'heure, s'est développée à partir de l'étude des milieux insulaires océaniques, et bien sûr, cette image, maintenant une image d'Épinal des pinsons de Darwin, qui sont un exemple de diversification sous l'effet de la sélection naturelle. La biologie évolutive s'est beaucoup développée à partir de l'étude de systèmes insulaires, mais de systèmes insulaires océaniques. Donc du coup, cet exposé, d'une certaine manière, vous pouvez le voir aussi comme une tentative de réconciliation de la botanique alpine et puis de la biologie évolutive, finalement. Je vais vous parler un peu de qu'est-ce que ces espèces nous apprennent en termes d'adaptation. Alors vous savez, donc, on l'a dit, il fait très froid en haute montagne. Donc ça, c'est un diagramme de température pris sur le dôme de Mischabel, donc par Christian Corner. Et donc voilà, évidemment, en hiver, il fait extrêmement froid. Mais aussi, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a des oscillations de température quotidiennes très très fortes, même en période de végétation. Donc cette photo, elle a été prise par mon collègue Serge Aubert au niveau du col du Galibier, les fameuses crêtes du Galibier où on voit de l'Ambroisas alpine très facilement, le 14 juillet. Voilà. Vous voyez, il peut neiger donc en plein milieu de la période de floraison. Donc ça demande à être sacrément résistant pour ne pas perdre l'ensemble de son appareil reproducteur au moment où il neige. Alors il y a un effet collatéral à ça, c'est que tout processus biologique en haute montagne prend beaucoup plus longtemps qu'il ne prendrait pour se passer en plaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien résumé par ce graphique. C'est des temps de division cellulaire, dans ce qu'on appelle la mitose. La division cellulaire, donc c'est le processus de base, on va dire, de la croissance végétale, doubler ses cellules et ainsi accroître sa biomasse. Donc voici le diagramme qui reprend les longueurs de ce cycle cellulaire pour un gradient de température qui va de, par exemple, la température moyenne de la plage à Caracas et la température moyenne environ annuelle à environ 3000 mètres. Donc vous voyez, tout processus biologique qui prend environ 1 heure pour une division cellulaire à une température de 30 degrés prend 300 fois plus de temps, donc 2 semaines, ou entre 1 et 2 semaines, si on se trouve à 3000 mètres d'altitude. Donc il se trouve qu'on a une vitesse de vie extrêmement ralentie pour ces espèces-là. Fondamentalement, aucun processus biologique ne peut se passer très rapidement. Donc il faut anticiper, et on a affaire à des stratégies de vie pour le moins très particulières. Une de celles-là, par exemple, ça va être de produire des fleurs 1 an, 2 ans, voire 3 ans à l'avance. C'est le cas de la renoncule des glaciers, par exemple. Le processus de production de fleurs prend environ 3 ans. Donc une autre chose que des physiologistes sont amusés à étudier, c'est ce qu'on va appeler donc c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les doses létales à 50% en toxicologie, c'est de mesurer la température à partir de laquelle on va perdre 50% d'un tissu. Donc ils ont fait ça sur des espèces modèles, et donc vous voyez les températures à partir de laquelle on perd la moitié d'un tissu foliaire, donc 50% des cellules mortes dans un tissu foliaire pour le saxifrage à feuilles opposées, par exemple, ou pour la silène à colle. Donc pour une feuille, on va juste parler des feuilles. Donc vous voyez ça, c'est pour des tissus qui sont récoltés en été. Et cette température-là est pour des tissus qui sont récoltés en hiver. Donc vous voyez bien, moins 196 degrés, c'est la température de l'azote liquide. Donc ça veut dire qu'une feuille de saxifrage à feuilles opposées ou de silène à colle plongée dans l'azote liquide, donc une feuille qui est récoltée en hiver, donc un tissu qui est, comment on appelle ça en français, hardi, endurci, exactement, pardon. Donc il résiste à l'azote liquide pour 50% de son tissu. Donc c'est assez phénoménal. On a affaire à des espèces qui sont capables de résister à des climats vraiment extrêmes. Alors une conséquence de ça, c'est qu'on a affaire à des records d'altitude. Donc ça, par exemple, le saxifrage à feuilles opposées, c'est notre grand record dans les Alpes européennes. Il a été trouvé donc, au dôme de Mischabel, il y a un article très fameux de Christian Corner à 4500 mètres. En France, le record, c'est le haut du pilier sud, en face sud de la barre des Écrins. Donc ici, c'est mon collègue Cédric Dantan, qui est scientifique au parc des Écrins, qui est en photo. Donc à 4070 mètres. Il est aussi en face sud de la Meije. Il est aussi le point le plus élevé où on trouve cette espèce en Vanoise, c'est la face nord de la Tanteleina, 3600 mètres. C'est vraiment une plante de tous les records qu'on trouve à très haute altitude. On trouve des coussins qui sont vraiment immenses des fois à grande altitude, donc certainement très très vieux. Un autre record d'altitude remarquable, celui-là c'est le record d'altitude absolu, et c'est une histoire vraiment intéressante. Sont ces plantes qui ont été récoltées par Eric Shipton. Alors Eric Shipton, il est surtout connu pour sa carrière d'alpiniste,
C'était lui le grand capitaine des premières expéditions du comité Everest dans les années 30. Alors vous savez qu'à l'époque, quand on justifiait une expédition pour monter l'Everest, on emmenait plein de scientifiques. D'ailleurs, notamment, il faut savoir que les premières expéditions Everest mettaient un accent important sur la primatologie, puisqu'il s'agissait à l'époque d'infirmer ou de confirmer l'existence du Yéti. Mais on avait aussi des botanistes. Et donc Eric Shipton, il est parvenu jusqu'au col sud, à 6400 mètres, en 1938, et il a ramené 2 parts d'herbier. Donc l'une d'une espèce qui est relativement connue pour la haute altitude en Himalaya et dans le Ladakh, c'est la saussurée Gnaphalodes. Et il a ramené une autre plante qui a dormi pendant 70 ans dans l'herbier du British Museum, jusqu'à la fin quasiment des années 90. Cette espèce est restée non déterminée et elle a été ensuite déterminée par M. Elchebas, qui est le spécialiste mondial des crucifères au Missouri. Et quand Elchebas est tombé sur cette part d'herbier, je pense qu'il a dû en tomber à la renverse. Il s'est rendu compte que non seulement c'était une nouvelle espèce, que c'était le record d'altitude absolue des plantes à fleurs, et que l'espèce n'était connue que de sa part d'herbier. Et elle n'a jamais été revue. C'est vraiment une histoire remarquable, et pour l'instant, personne ne l'a jamais récoltée. Donc j'espère qu'il y avait plus que 2 plantes, parce que sinon, il y en a plus. Il n'a pas été aussi prudent que toi. Tu vois ? Il ne pouvait pas savoir, mais il devait être assez fatigué, je pense. Alors, des adaptations, je parlais d'adaptation à l'altitude, donc évidemment, il y en a qui sont très connues, c'est une pilosité très abondante, qui permet à la fois de résister aux méfaits du vent, mais aussi de dévier les rayons solaires, produire des piments qui protègent contre les effets néfastes des rayonnements solaires aussi, des contenus élevés en vitamine C, ça c'est un exemple très célèbre, qui montre des contenus beaucoup plus élevés chez 2 espèces de montagnes et de hautes montagnes par rapport à 2 espèces de plaine. Et alors j'ai mis cet exemple ici, c'est aucunement une de ces espèces-là, c'est l'Oxyria digina, qui est une espèce arctico-alpine. Et j'aime bien prendre cet exemple parce que j'ai appris que les marins, quand ils étaient de passage à Spitzberg, mangeaient cette espèce pour leur stock de vitamine C. Alors je vous conseille d'essayer, c'est une expérience intéressante. Il faut être vraiment marin, je pense, pour faire ça. Alors, moi, c'est les plantes que je préfère au monde, c'est les plantes en coussin. Alors, une précision en termes de thème. J'entends souvent dire plantes en coussinet. Alors, coussinet, attention, c'est un terme zoologique. Ce n'est pas un terme botanique. Les chats et les chiens ont des coussinets, mais pas les plantes. Donc, la forme de vie en coussin, c'est une forme récurrente en montagne, dans les milieux arctiques et alpins. Et alors, on ne va pas parler d'un type architectural unique. Vous voyez qu'il y a eu des travaux d'ailleurs déjà très anciens qui montrent que ce qu'on va appeler une plante en coussin ou ce qu'on peut appeler une plante en coussin peut prendre diverses formes architecturales. Mais moi, j'aime bien donner une définition plutôt restreinte et parler de plante en coussin pour ce qui est d'une plante qui va former cette canopée donc hémisphérique extrêmement dense qui généralement pousse de manière radiale et organisée autour d'une racine unique. Donc par exemple, je dirais que le saxifrage à feuilles opposées, ce n'est pas ce que j'appellerais un coussin vrai. Voilà. Mais on a besoin de ces classifications-là pour faire un certain nombre de travaux dont je parlerai après. Alors ce qui est frappant chez ces espèces, c'est qu'on a une très grande longévité. Donc une plante en coussin donc de Silanacol, par exemple, Christophe l'a dit, on a des individus qui ont été datés à plusieurs centaines d'années. On sait aussi que certaines azorelles ont été datées à plusieurs milliers d'années. Il y a une Azorella compacta en Patagonie dont on a estimé un âge de plus de 3000 ans. Donc on a affaire à des plantes qui prennent des longévités extraordinaires, et des fois d'ailleurs des tailles aussi extraordinaires. Et c'est évidemment une croissance très très lente, comme vous pouvez vous en douter, puisqu'elles sont incapables de doubler une cellule en moins de 10 jours, grosso modo. Donc c'est une forme de vie assez extrême. Et alors du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une forme de vie qui joue un rôle de tampon, à la fois pour les variations thermiques et aussi les variations hydriques. C'est-à-dire qu'évidemment, un coussin se remplit d'eau et 3-4 jours après une pluie abondante en altitude, on ressent souvent encore énormément d'humidité dans ces coussins. Donc ils maintiennent l'humidité très longtemps. Et une bonne manière de représenter l'effet d'isolement thermique, c'est des photothermiques, justement. Alors vous voyez assez simplement que quand il fait
plutôt frais dans le coussin, c'est pour se protéger, finalement, garder des températures relativement plus fraîches qu'une température extérieure élevée. Et à l'inverse, quand il fait plutôt froid à l'extérieur, il fait relativement plus chaud dans le coussin. Donc ça va avoir une conséquence aussi pour les interactions biotiques, les interactions avec d'autres espèces dont je parlerai ensuite, puisque ça leur permet de servir de refuge en fait à d'autres organismes en haute montagne. Alors, 2-3 exemples. Ça, c'est un coussin que j'ai pris en chemin vers le Fitzroy, qui est là. Adesmia salicornioides, donc ça, c'est le genre Adesmia, donc famille des fabacées, qui s'est diversifié. Il y a plusieurs formes de vie en coussin, là plutôt rampant ici. C'est un genre qui a été très peu étudié, mais dont on connaît beaucoup d'espèces en Patagonie et dans les Andes. Les Raoulia, l'exemple paradigmatique de la haute montagne néo-zélandaise, bien sûr. Famille des Astéracées, donc qui font ces espèces d'immenses coussins qui pourraient ressembler à un mouton couché, hein, mais c'est bien une plante. Thylacospermum cespitosum, donc là on est dans la famille des Caryophilacées. Là il a pique, dans le Caracoram. Donc on a comme ça, 1500 exemples, très exactement, de plantes en coussin. Donc on a fait ce travail-là de listing de toutes ces espèces avec mon collègue Serge Aubert. Donc on a environ 1500 espèces de plantes en coussin distribuées dans toutes les zones arctiques et alpines du monde. Donc on a étudié toutes ces plantes en coussin d'un point de vue de l'arsenal du biologiste évolutif, j'allais dire. Donc ça, c'est un objet dont je vais vous reparler à maintes reprises pendant cet exposé. C'est ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Donc c'est une classification, c'est une généalogie. Alors là, c'est une généalogie de toutes les familles de plantes à fleurs du monde entier. Donc vous voyez, ce que j'appelle ici un arbre phylogénétique, c'est quelque chose qui nous représente de manière synthétique, de manière graphique, les relations de parenté entre diverses lignées, entre diverses familles. Vous voyez ici, ces deux familles qui sont séparées par un nœud plutôt récent, et l'axe de temps va du centre du cercle jusqu'à la périphérie. Un nœud relativement récent sont donc des familles sœurs, on va dire. Deux familles qui sont séparées par un nœud plus ancien sont des familles plutôt cousines, et par un nœud encore plus ancien qui sont des grandes cousines. Et on a comme ça un résumé de l'histoire évolutive d'un groupe, ici, toutes les familles de plantes à fleurs. J'ai mis en rouge toutes les familles dans lesquelles on trouve des plantes en coussin. Vous voyez qu'on en trouve à peu près partout dans l'arbre de la vie des plantes à fleurs. Très très peu chez les monocotylédones, mais ça c'est aussi un problème de définition de ce que réellement on appelle une plante en coussin, puisque chez les monocotes, on trouve aussi des formes de vie très très ramassées. Alors on utilise des modèles mathématiques pour modéliser comment la niche climatique, c'est-à-dire les climats de toutes ces lignées dans lesquelles on trouve ces lignées angiospermes, en fonction d'un certain nombre de traits. Et par exemple, on a un résultat de ce genre de modèle ici, qui est la différence entre des lignées où on a des coussins et des lignées où on n'a pas de coussins, sur deux grands gradients climatiques, qui sont le nombre de degrés jour, donc le nombre de jours où la température est favorable dans une saison pour croître et se reproduire, et un index d'aridité. Et on voit que les lignées de plantes dans lesquelles sont apparus les coussins ont colonisé à l'échelle planétaire les milieux les plus froids, à la fois les plus froids et les plus secs. Donc c'est une adaptation à la fois au froid et aussi à la sécheresse qui est typique du milieu alpin. Une autre forme de vie que j'affectionne particulièrement, parce que j'ai eu l'occasion, grâce à des collaborations, de travailler là-dessus, c'est les plantes dites pachycoles, ces immenses rosettes élevées qui sont caractéristiques du climat alpin tropical. Alors vous voyez, là c'est moi. Donc je suis pas extrêmement grand, mais c'est quand même pour vous donner une idée de la taille de la plante. Donc on a affaire à une plante qui a certainement plusieurs centaines d'années. Et l'organisation morphologique de ces plantes est assez intéressante et assez frappante. Tout ça, c'est un espèce de manchon en fait, de feuilles mortes en fait, qui protège la tige. Et donc il y a des travaux de mesure de température qui montrent que non seulement bien sûr la tige est protégée du froid par ce manchon isolant, mais aussi la rosette finale protège les bourgeons terminaux et permet d'avoir des températures relativement plus clémentes que le milieu ambiant. Vous savez que dans la zone alpine tropicale, c'est l'hiver toutes les nuits et l'été chaque jour. Donc les oscillations climatiques sont finalement quotidiennes. Donc il faut une forme de vie qui permet de protéger les bourgeons toutes les nuits. Donc c'est visiblement la meilleure stratégie qui a été trouvée, puisque c'est quelque chose aussi de convergent dans l'évolution. C'est une convergence évolutive au même titre que les coussins, qui est apparue dans plusieurs lignées. Donc là encore, alors je n'ai pas dit, mais les Espeletia, c'est... on est en train de refaire la systématique, donc les co-Espeletia disparaissent, maintenant on appelle tout des Espeletia. Il n'y a plus de genres, les genres de Quatrecassas ne sont plus valides. Donc encore la famille des Astéracées, les fameux sénessons et dendrocénessons. Les Lobelia,
forme de vie un peu similaire, hein, avec des structures en rosette qui protègent les tiges et puis des bourgeons terminaux. Donc les lobelia, c'est la famille des campanulacées. Alors on trouve aussi ce genre de morphologie dans les éricacées. Donc ça, c'est Richea pandanifolia, c'est en Tasmanie, c'est dans les Cradle Mountains de Tasmanie. Je trouve que c'est un paysage assez saisissant, assez magnifique. Donc on n'est plus vraiment dans de l'alpin tropical, là, mais par contre, on est affaire à des lignées qui arrivent des tropiques, hein, d'un point de vue historique. Et donc on retrouve ces formes de vie dans des milieux où on ne les attendrait pas. Donc c'est le cas aussi des fois de plantes en coussin qu'on peut trouver dans des milieux plutôt humides et non pas particulièrement arides. Il y a aussi bien sûr des variations autour de ces adaptations. Donc je voulais parler, alors les adaptations elles sont multiples, il y a beaucoup d'adaptations au niveau moléculaire, mais moi je travaille pas vraiment à ce niveau-là, donc je ne connais pas grand-chose à vrai dire, et puis je voulais surtout parler d'adaptation morphologique parce que je trouve que c'est une bonne manière de découvrir ces plantes et d'ailleurs de les trouver assez fascinantes aussi, beaucoup plus que la structure d'une cellule. Donc maintenant, je vais vous parler un peu ça va être d'ailleurs la partie qui est un peu plus liée aux travaux que je mène réellement, c'est de biologie évolutive. C'est que nous apprennent... Qu'est-ce qu'on apprend quand on s'intéresse à l'histoire évolutive, quand on cherche à reconstruire l'histoire évolutive de ces clades qui ont évolué dans les milieux alpins. Alors, on a travaillé récemment, je disais, avec donc mon étudiant en thèse, Charles Bouchon, et puis Jesus Mabares, qui est vénézuélien et chercheur aussi dans mon labo à Grenoble, sur l'évolution des Espeletia. Et donc on a montré d'une part que la grande diversité morphologique qui existe dans ce groupe, donc à la fois ces rosettes élevées, mais aussi des formes arborescentes avec des rosettes terminales, des formes de rosettes à col, hein, c'est-à-dire vraiment au sol, prostrées au sol, et puis aussi des arbres assez classiques d'ailleurs, des froées préparaméennes. Donc là on parle des paramos, hein, de ces milieux typiques de l'alpin tropical, ces formations d'altitude de l'alpin tropical, dont on voit ici la distribution géographique. Donc ce qu'on a montré, c'est que ce groupe d'environ 150 espèces s'est diversifié en l'espace de 3 millions d'années. Donc c'est extrêmement rapide, hein. On est là sur des taux de spéciation tout à fait similaires au milieu insulaire océanique, hein. Donc je sais que tout à l'heure on a abordé ce sujet, je réservais ma question pour maintenant, ma réponse pour maintenant. On est, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, on n'est pas du tout sur certains groupes des taux de diversification et des vitesses de diversification très lentes, mais au contraire extrêmement rapides et extrêmement récentes. Et aussi, ce qu'on a montré, c'est que tous les grands groupes morphologiques qui avaient été déterminés avant donc, ne sont pas vraiment valides d'un point de vue génétique. C'est-à-dire qu'on a une grande variabilité morphologique et aussi une grande labilité évolutive de cette morphologie. Elle s'est diversifiée. On a eu plusieurs, ce qu'on appelle des réversions, c'est-à-dire disparition de la forme de vie en rosette élevée pour revenir vers des formes arborescentes et des passages aussi de rosettes, des événements d'hybridation entre des rosettes prostrées au sol et des arbres. Donc c'est un groupe qui s'est diversifié extrêmement récemment, où les barrières entre espèces ne sont pas complètement non plus présentes. Elles sont juste géographiques, mais on a beaucoup d'hybridation possibles entre des formes de vie extrêmement différentes. Donc c'est un groupe assez fascinant, et d'ailleurs on continue à travailler dessus. Alors moi, je me suis intéressé depuis longtemps maintenant donc aux Ambrosas. Quand je suis arrivé à Grenoble, j'ai décidé de m'intéresser à ce groupe pour les raisons suivantes. C'est d'une part que c'est un groupe relativement petit, donc ça permet une certaine, j'allais dire, facilité de travail pour les échelles de travail dont on a besoin, surtout pour l'échantillonnage. Donc c'est environ 100 espèces, qui incluent des genres anciennement décrits comme Douglasia, Vitaliana, Potamosacées, et dont le centre de diversité, c'est bien sûr l'Himalaya, hein, puisque c'est aussi un groupe dont les origines sont en Himalaya. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi beaucoup d'espèces qui sont endémiques de différentes régions alpines. Et aussi, on a une variation en termes de cycle de vie qui est très intéressante. On passe d'espèces annuelles aux bisannuelles, comme l'Ambrosas septentrionale, à des espèces pérennes et multi-annuelles, comme l'Ambrosas villosa, et des espèces en coussin très longévives, comme l'Ambrosas helvétique. Donc, ce groupe nous permet en fait de retracer le passage d'une forme de vie plutôt adaptée à des milieux de plaine à celui plutôt adapté à la haute montagne. Donc on a réalisé ce que j'ai appelé une phylogénie. Donc ça, c'est une phylogénie de toutes les Ambrosas du monde. Alors ça n'inclut pas l'Ambrosas du Mont Blanc, puisqu'à l'époque, moi, je ne la connaissais pas. Et surtout, on n'avait même pas de données génétiques sur cette espèce, encore moins, bien sûr. Donc voici ici donc, une phylogénie de tout le genre Ambrosas et Douglasia du monde entier.
Donc vous voyez, je vous rappelle, ces deux espèces ici, par exemple, sont donc des espèces sœurs. Elles ont divergé il y a, je ne me rappelle plus, mais environ moins de 2 millions d'années. D'accord ? Et on remonte aussi, comme ça, dans le temps, jusqu'à environ 30 millions d'années. C'est un peu l'ancêtre commun des Androsas. Et on a deux événements importants dans cette évolution. Alors le premier, c'est que d'abord, le genre Androsas, donc, ici, vous voyez, c'est des reconstructions de distribution biogéographique de ces lignées. Donc, vous ne voyez pas la carte du monde, mais en rouge, en gros, c'est tout ce qui est asiatique. En bleu, c'est tout ce qui est montagne européenne. Et en jaune, c'est tout ce qui est Alaska et nord des Rocheuses. Donc, on a d'abord un groupe qui s'est diversifié dans l'Himalaya. Il a commencé à apparaître là-bas. On a un événement de migration à la faveur d'un premier refroidissement global, certainement entre l'Asie et l'Europe. Un deuxième événement de diversification en Europe, qui est un peu plus tardif, aussi explosif, avec beaucoup, vous voyez, beaucoup d'événements de divergence. Tous ces nœuds qui donnent des lignées nouvelles sont des événements de spéciation, de séparation de lignées nouvelles. Et donc, encore ce patron d'accélération du phénomène de spéciation dans le temps. Et la grande majorité du clade des Androsas, d'ailleurs, européennes, est apparue dans les derniers 10 millions d'années, en fait. Donc c'est aussi une diversification relativement rapide. Et c'est quelque chose de très rapide compte tenu aussi de la rudesse du climat. Ces vitesses d'évolution sont généralement observées dans des milieux plutôt chauds et humides, plutôt typiques des milieux tropicaux. Et là, on se rend compte qu'on a des taux de diversification vraiment élevés pour un milieu aussi rude. Alors l'autre chose qui est intéressante, c'est que, vous voyez, on a à l'intérieur du clade européen, ces espèces ici, tout d'un coup, on passe à l'Amérique du Nord. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'explique pas pour l'instant, et je doute d'ailleurs qu'on arrive un jour à l'expliquer. Il peut y avoir plusieurs possibilités pour expliquer ça, notamment qu'il nous manque des intermédiaires, des espèces qui seraient au milieu et qu'on n'a plus, qui sont disparues. C'est tout à fait possible. Et l'autre possibilité aussi, c'est qu'on ait un événement de dispersion à très très grande distance entre les montagnes d'Europe et d'Amérique du Nord. Mais on est juste rendu à spéculer, bien sûr, puisqu'on n'a aucun élément pour favoriser l'une ou l'autre possibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces espèces font des graines extrêmement petites, qui n'ont aucun mécanisme connu de dispersion. Elles ne s'accrochent nulle part, elles ne sont pas ingérées par les oiseaux. Donc on ne sait pas comment ces espèces-là sont arrivées en Amérique du Nord. On a aussi travaillé sur l'évolution morphologique de ce groupe. Rappelez-vous, on a 3 grandes formes de vie, les annuelles, bisannuelles, des pérennes et les formes de vie en coussin. Et on a des modèles stochastiques pour reconstruire l'évolution de cette forme de vie. Et ce qu'on a montré dans ce travail, c'est qu'on avait donc un ancêtre qui est bien annuel et une évolution convergente, donc à 2 reprises, de la forme de vie en coussin, à la fois dans le clade asiatique, à la fois dans le clade européen, qui s'est diversifié plus récemment. Donc non seulement on a une forme de vie en coussin qui est apparue, donc on l'estimait dans nos travaux précédents, à plus de 200 fois dans l'ensemble de l'arbre des plantes à fleurs, mais vous voyez aussi au sein de certains genres dans lesquels on aurait pourtant prédit que ce trait n'est apparu qu'une seule fois, il apparaît plusieurs fois. Donc c'est vraiment une convergence évolutive très fréquente chez les angiospermes, donc une convergence vers le milieu alpin et les milieux alpins qui sont relativement secs aussi, donc froids et secs. On a reconstruit jusqu'à présent relativement bien, je trouve, l'histoire, on va dire, de diversification de ce groupe, mais on ne comprend pas encore très bien comment se sont passés les événements de spéciation. Donc vous savez, ces derniers événements de séparation entre espèces, qui expliquent ces séparations de lignées juste à la fin de l'histoire évolutive de ce groupe. C'est encore quelque chose qui nous est assez étranger. Donc bien sûr, la géographie explique quelque chose, puisqu'on a affaire à des îles, des milieux insularisés, des milieux qui sont séparés, qui sont discontinus géographiquement. Donc évidemment, la séparation géographique est un moteur de diversification. Mais la séparation géographique ne peut pas expliquer à elle seule des taux de diversification aussi brusques et importants. Donc il faut invoquer quelque chose d'autre, et bien sûr la géologie est un candidat particulier. On a des cas tout à fait clairs d'espèces qui sont inféodées strictement à certains types géologiques, à certains types de géologie. Donc bien sûr l'Ambrosia helvétique, elle est quasiment... il y a des contre-exemples, on pourra en parler, mais il y a quelques populations sur silice, mais elle est présente essentiellement pour l'immense majorité de ces populations sur du calcaire. L'Androsas pubescens pour les Alpes françaises du Nord est aussi sur calcaire. L'Androsas alpina, son milieu favori, c'est en gros des éboulis schisteux, mais on la trouve ailleurs aussi. L'Androsas vandeli, alors Androsas argentea, on devrait l'appeler, le nom a changé, plutôt sur des milieux siliceux, et elle adore la quartzite, par exemple. Donc du coup, aussi, comme on a voulu voir un peu plus grand que juste le groupe des Androsas, on s'est lancé dans un immense projet de séquençage. Donc ça, c'est
en gros, mon travail depuis que je suis au laboratoire d'écologie alpine à Grenoble, donc ça va faire 10 ans maintenant, on a échantillonné l'ensemble de la flore alpine, donc les 4500 taxons de la flore alpine qui sont décrits dans Flora Alpina. Et on s'est lancé dans un grand travail de séquençage qui est réalisé actuellement au Génoscope à Paris. Vous savez, le Génoscope, c'est là qu'on avait réalisé le premier génome humain. Et donc, on est en train de séquencer les génomes des 4500 espèces de la flore alpine. Donc tout ça pour en savoir un peu plus sur l'histoire évolutive de l'ensemble de la flore de l'arc alpin. Alors, lors de nos échantillonnages, on est tombé sur une plante un peu particulière, justement. Donc ça, c'était sur la dent du géant. Et on est tombé sur cette plante, sur cette androsas. Donc ça, c'est il y a quelques années qu'on a réalisé qu'en fait, on avait beaucoup de mal à la déterminer. On n'était absolument pas sûr qu'il s'agissait bien d'Androsas alpina. Donc ça, c'est la photo prise donc à 3900 mètres en face sud de la dent du géant. Ça, c'est une photo qui a été prise 2 jours avant sur la pyramide du Taku, donc face sud du Mont Blanc encore, à 3300 mètres. Vraisemblablement la même chose, je suis sûr que tu la reconnais, Denis. Donc c'est effectivement l'Androsas qui avait été décrite dans l'Atlas de la flore rare ou menacée de Haute-Savoie par Denis comme l'Androsas sans nom. Morphologiquement, elle y ressemble. Donc depuis, j'ai continué à échantillonner du mieux possible sur tout un tas de sommets alpins toutes les androsas, on va dire, endémiques de l'ouest alpin, c'est-à-dire l'androsas pubescente, helvétique, argentea, alpina. Donc on est arrivé à un échantillonnage relativement conséquent et on a réalisé de la génétique. Alors là, du coup, c'est d'ailleurs la première fois que je présente ces résultats, puisque les résultats sont extrêmement récents. Et donc tu avais déjà eu des informations par Cédric. Donc on trouve bien un clade bien déterminé génétiquement, qui est ce que j'appelle moi l'Androsas innominata, puisque l'innominata, ça rappelle la face sud du Mont Blanc, elle est extrêmement abondante en face sud du Mont Blanc, et puis ça veut dire la même chose finalement en italien. Donc bon, c'est juste une coquetterie personnelle, hein, tu m'accorderas. Donc on retrouve bien un groupe bien déterminé génétiquement, associé à l'Androsas alpine. Alors à la différence que, bon, vous n'avez peut-être pas trop l'habitude de lire des arbres phylogénétiques, mais en fait, on voit bien, on a ce clade bleu ciel qui est l'Androsas innominata et le clade bleu foncé qui est l'Androsas alpine, forment ensemble un groupe qui a un ancêtre unique, sauf que si on enlève l'Androsas innominata, tous les descendants de ce nœud-là ne sont pas l'Androsas alpine. Donc l'Androsas alpine est ce qu'on appelle paraphylétique à cause de l'Androsas innominata. C'est-à-dire qu'en gros, pour l'instant, de ce que nous dit la génétique, l'Androsas innominata est une sous-espèce extrêmement bien différenciée morphologiquement de l'Androsas alpine, vraiment très clairement différenciée, je suis d'accord avec toi, mais génétiquement qui appartient à une espèce de grand pool d'Androsas alpina. Alors ça, c'est juste un résultat préliminaire qui est à prendre avec des pincettes, d'une part parce que les travaux sont encore en cours, que nos marqueurs génétiques ne sont pas encore parfaits, et aussi parce qu'il existe d'autres algorithmes de délimitation d'espèces qu'il va falloir appliquer sur ces données-là. Il ne suffit pas juste de reconstruire un arbre comme ça pour statuer de la validité d'une espèce ou pas. Donc, je pense que pour l'instant, on voit bien une différenciation génétique. Simplement, on a du mal à conclure en l'état pour une espèce vraiment différenciée, mais c'est absolument pas exclu. Alors, on va continuer un peu dans cet arbre parce qu'il y a d'autres choses intéressantes. Alors, on trouve bien 2 autres groupes qui sont l'Androsas helvétique sur calcaire, typique, tel que les gens qui s'intéressent aux androsas la connaissent. L'Androsas pubescens, des massifs calcaires aussi, donc comme le Chablais, les montagnes du Valais, dans le Vercors aussi on la trouve. Donc ça, pas de surprise, on a bien 2 espèces sœurs, toutes les 2 sur calcaire, donc c'est vraisemblablement un événement de séparation géographique qui a favorisé la divergence de ces 2 espèces. Localement, on les trouve ensemble aussi, c'est possible de les trouver ensemble, donc il y a ce qu'on appelle de la sympatrie secondaire, elles reviennent ensemble après avoir spécié. Potentiellement des hybrides en conditions naturelles, mais ça c'est difficile à dire, j'ai l'impression que les hybrides potentiels sont vraiment inclus dans la variabilité morphologique d'Androsas pubescens. Mais alors la chose encore plus surprenante, et là on s'y attendait vraiment pas, c'est qu'on a 2 autres clades d'Androsas pubescens dans les Alpes. Un clade qui est typique de roches siliceuses, et c'est ce qui a jusqu'à présent été décrit comme l'Androsas pubescens par exemple dans les écrins, bien différencié, avec une grande branche sous-jacente qui définit bien un groupe bien différencié, et un autre groupe d'Androsas pubescens, endémique du Mont Viso. Donc pour l'instant, on en est là, ce sont des résultats préliminaires. Vous savez que le Mont Viso est une géologie aussi très particulière, hein, c'est ce qu'on appelle un prisme d'accrétion, c'est le fond océanique qui a été surélevé en même temps que la surréaction alpine, donc c'est très rare dans les Alpes. Donc on a des roches type ophiolitiques qui ont été surélevées donc dans le Viso, et puis certaines montagnes périphériques comme
la tête du pelvas, la tête d'étoilie, pour ceux qui connaissent un peu le Kera, chenaillé aussi, ou brique bouchée. Donc ça, ce sont d'autant de sommets qui portent des coiffes ophiolitiques. Il va falloir aller échantillonner là-bas maintenant pour voir si on a bien ce même taxon. Donc c'est préliminaire, hein, n'allez pas crier sur tous les toits ce que vous avez entendu ce soir. Alors maintenant, je vais vous parler un peu d'interaction entre espèces. Parce qu'évidemment, ces plantes ne sont pas toutes seules. Et en particulier, ces plantes en coussin ne sont pas toutes seules. Alors vous savez, depuis Darwin, on décrit les interactions entre espèces comme une lutte pour la survie, n'est-ce pas, hein? C'est comme ça qu'il est arrivé à la conclusion qu'il fallait la sélection naturelle, sinon les populations croîtraient de manière indéfinie. Donc en fait, dans le milieu alpin, on a affaire à des interactions d'un type plutôt différent. On a plutôt affaire à des interactions qu'on dit positives, on appelle ça de la facilitation. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise en face sud des Rouilles, par exemple, où on voit un immense coussin de Silena col, donc 1,20 m de diamètre à peu près, ce coussin, certainement plusieurs centaines d'années, dans lequel on voit pousser en son sein un certain nombre d'autres espèces. Et donc, il a été montré par d'autres approches expérimentales qu'en fait, on a affaire à des phénomènes de facilitation, c'est-à-dire un effet positif du coussin à la germination et à la croissance d'autres plantes. Donc en fait, ces plantes ont un effet un peu clé de voûte à l'endroit où elles se trouvent dans le milieu alpin et permettent à d'autres espèces végétales de pousser à des endroits où par ailleurs elles ne pousseraient pas, ou beaucoup plus difficilement. Alors bien évidemment, elles ne facilitent pas que les plantes. Donc ça, c'est le fameux exemple du saxifrage à feuilles opposées du dôme de MichabeL, décrit par Christian Corner, dans lequel il a décrit un certain nombre d'autres organismes, alors végétaux aussi, hein, des bryophytes qui poussent à l'intérieur, mais aussi des arthropodes de type cirfidés, des colamboles et aussi des champignons. Donc c'est vraiment un mini-écosystème qu'on trouve à cette altitude, à 4500 mètres. Donc on a vraiment affaire à des mini-écosystèmes et des effets de facilitation qui sont vraiment clés de voûte à plein d'espèces en interaction. Donc des îles dans les îles en quelque sorte. Donc par exemple, Laurence Swann, il avait participé aussi, c'est un biologiste qui a participé à beaucoup d'expéditions des comités Everest qui ont suivi ceux présidés par Shipton. Et lui, il a décrit aussi des chaînes trophiques d'altitude, donc entre 5000 et 6000 mètres, où on a des araignées de la famille des saltacidés qui viennent manger des nématodes, par exemple, ce genre de choses qu'il s'amusait à décrire. Donc lui, Swann, il parle de ce qu'il appelle un biome éolien, c'est-à-dire un biome transporté par le vent, parce qu'on trouve aussi des colamboles, par exemple, ce sont des organismes extrêmement légers. Alors je vais vous parler un peu de reproduction de ces plantes. Et je vais faire un tout petit rappel de biologie reproductive des plantes. Vous savez, la fleur fondamentale, c'est une fleur hermaphrodite, hein, où on a bien donc, un stigmate femelle qui réceptionne le pollen des anthères. Mais dans un monde effectivement parfait, cette fleur toute seule pourrait se reproduire, elle serait auto-compatible. Mais chez un certain nombre de plantes, on a des phénomènes d'auto-incompatibilité. Et en voici deux exemples. Donc le premier, c'est la renonculée glacier. Elle est parfaitement auto-incompatible, donc ça veut dire que le pollen de cette plante, de cette fleur, ne peut en rien féconder cette fleur. Il ne peut pas non plus féconder une autre fleur de la même plante. Il est obligé d'être transporté vers une autre plante pour qu'on arrive à aboutir à une graine. Donc ça veut dire que cette espèce dépend strictement d'une reproduction sexuée, d'un transfert de pollen pour sa reproduction. Par ailleurs, rappelez-vous, c'est une espèce, je vous disais, qui met 3 ans à produire ses fleurs. Donc c'est effectivement une stratégie de reproduction qu'on pourrait croire assez hasardeuse, mais aussi il faut lui reconnaître un avantage, c'est qu'à chaque génération, on aura droit à un brassage génétique, un croisement, et des effets réduits finalement de la consanguinité. Alors la Silena col, c'est un cas encore plus particulier, puisqu'on a affaire à des plantes qui sont, j'allais dire, un peu auto-incompatibles de fait, puisqu'en fait, ce sont des plantes qui sont dioïques. Donc, alors, en fait, elles sont gynodioïques, même pour être très exact. C'est-à-dire qu'on a affaire à des plantes qui portent des fleurs femelles et des fleurs hermaphrodites. Donc, des plantes qui portent des fleurs femelles et des plantes qui portent des fleurs hermaphrodites. Et ces fleurs hermaphrodites ne sont pas fonctionnellement femelles. Donc, en fait, on a forcément un transfert de pollen d'une plante hermaphrodite vers une plante femelle pour produire des graines. Donc, c'est pareil, on voit fréquemment des graines produites sur la Silena col, donc ça veut dire qu'elle est visitée par les pollinisateurs régulièrement. Elle produit une immense quantité de fleurs, très attractives, des fleurs qui sont assez longévives, hein, qui durent vraiment quasiment une dizaine de jours chaque fleur. Donc c'est vraiment une stratégie de floraison qui est courte dans le temps, mais très intense. Donc pareil, sa fleur est prête l'année avant, hein, elle est prête à sortir dès qu'elle est déneigée. D'ailleurs, le saxifrage à feuilles opposées, dont on a déjà parlé plusieurs fois, met en moyenne 6 à 7 jours pour fleurir après la disparition de la neige. Donc par exemple, on le voit fréquemment fleurir à des dates très avancées. Hein. Si on fait du ski de rando et qu'on passe devant des rochers déneigés, même au mois d'avril, on peut voir du saxifrage à feuilles opposées qui fleurit. Hein? Même en mars, oui.
Donc voilà. Donc on a affaire aussi à des plantes qui ont des stratégies de reproduction assez risquées, on dirait, hein, mais qui vraisemblablement marchent puisqu'elles persistent dans ces milieux-là. Alors quels sont leurs pollinisateurs? Donc ça, ce sont des observations personnelles. Donc on a effectivement beaucoup de diptères, beaucoup de mouches qui pollinisent. Alors si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur les photos originales, on voit le pollen hein, sur le dos de ces mouches. Donc elles pollinisent celle-là par exemple. Ça c'était dans le Lagoraï, dans les dolomites granitiques. Donc une mouche qui vraiment a été hyper active sur un individu d'Erythricium nanum là, et qui transportait du pollen de fleur en fleur et d'individu en individu. Ça c'est une mouche qui pollinise l'Androsace du Mont Blanc, en face sud du Taku. Alors on a aussi des papillons. Donc par exemple on a trouvé une chenille en face sud du Mont Blanc qui appartient à cette espèce, l'Anthéphrys flavescente. Donc c'est intéressant d'avoir trouvé une chenille ce jour-là puisque ça veut vraiment dire qu'il y a un adulte qui a pondu là. Hein. Donc il y a vraiment des papillons qui sont capables de faire leur cycle à plus de 3 mm. Certainement rare, mais ça arrive. Donc c'est un papillon de nuit. Hein. On a aussi des papillons de jour. Ici sur une silène, ça ce sont les arêtes nord du mont Viso. Pareil, on avait ce jour-là, j'ai totalement oublié la détermination d'espèce, mais c'est une espèce très commune qui est aussi en basse altitude. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent dans la salle. Exactement, merci. Donc, bon, voilà, là, ce jour-là, on en avait des dizaines un peu partout. Donc, quand les jours sont favorables, on a beaucoup de pollinisateurs. Alors, il y a des études qui ont été faites pour montrer un peu tout le cortège, hein, en fait, de pollinisateurs. Donc, effectivement, on a une immense majorité de diptères et de mouches, hein, mais en grande partie des cirfidés et des mucidés, qui pollinisent les plantes en altitude, de manière beaucoup plus anecdotique que des hyménoptères et des coléoptères. Là, on est à 2800 mètres dans cette étude-là. Et cette étude, elle est intéressante parce qu'elle montre aussi le succès reproducteur. Donc ça, c'est le ratio graine-ovule, c'est-à-dire c'est le nombre de graines qui est produite par ovule. On a 80% de chance pour une ovule de produire une graine, quand même. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est le Saxifraga bryoides, qui, lui, n'est pas auto-incompatible, mais qui a 70% de chance aussi, dans cette étude-là, de produire des graines. Donc on a affaire à des formes de reproduction qui ne sont pas désespérées. Hein. Elles produisent bien des graines. Alors il faut encore que ces graines germent aussi, bien sûr. Et produisent des adultes. Donc ça, c'est une autre affaire. Alors nous, on a fait une petite découverte un peu marrante, à plusieurs reprises, à 2 endroits différents. Donc d'abord, j'avais vu ça une première fois en haut de cet éperon, là, c'est l'éperon Rebuffa des Rouilles, en face sud des Rouilles, dans les écrins. Et à une autre reprise en pyramide des Taku, et depuis j'en vois partout, ce sont des acariens qui visitent les fleurs d'Androsace. Et ce sont des gros acariens qui font jusqu'à 2 mm, d'un ordre qui s'appelle les trombidiformes, qui en fait normalement sont des prédateurs. Donc là, ils ne prédatent sans doute rien, ils viennent manger du nectar, évidemment. On les voit très clairement, j'ai des vidéos, on les voit vraiment s'enfouir dans les fleurs, repartir plein de pollen. Donc c'est potentiellement des pollinisateurs actifs parce qu'ils sont vraiment très fidèles localement, on les voit, ils sont sur les Androsaces, ils n'en sortent pas. Donc ça c'est l'Androsace pubescens d'ailleurs des écrins. Donc la photo était prise là. Hein. Et donc on avait une première espèce d'acarien ici. Et sur l'Androsace du Mont Blanc de Denis, on a trouvé une autre espèce d'acarien encore. Donc on a sur 2 espèces d'Androsaces différentes déjà 2 espèces d'acariens différentes. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer à étudier. Déjà pour démontrer expérimentalement qu'on a bien affaire à une pollinisation active, et puis aussi pour voir s'il n'y en a pas une séparation aussi dans les faunes de pollinisateurs qui pourraient aussi avoir joué un rôle peut-être dans le maintien des barrières entre espèces, hein, localement. S'il y en a des pollinisateurs qui sont fidélisés, ça permet de maintenir la différenciation entre espèces, puisque des espèces ne vont plus échanger de gènes, puisque leurs pollinisateurs sont fidèles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans les milieux tropicaux, par exemple, mais très peu dans les milieux tempérés. Alors, il faut savoir aussi que là, pour l'instant, je parlais beaucoup de reproduction végétale dans les Alpes européennes, mais le pollinisateur par excellence en altitude, dans les Andes, c'est en fait l'oiseau-mouche. On a beaucoup d'oiseaux-mouches qui sont pollinisateurs en altitude, et ils sont même plus efficaces, il y a des études qui le montrent, que les autres pollinisateurs. Et d'ailleurs, c'est une histoire intéressante, parce que les oiseaux-mouches, comme vous le savez, battent leurs ailes à environ 1300-1500 fois par minute. Donc c'est une activité qui est extrêmement énergivore. Ils sont capables de faire ça aussi jusqu'à 5000 mètres d'altitude, jusqu'à 5500 mètres d'altitude, dans des conditions vraiment pauvres en oxygène. Et ça a été fait grâce à une évolution de leur hémoglobine qui permet une fixation plus efficace de l'oxygène. Donc il y a un premier phénomène en fait, qui a été déjà une adaptation, ce qu'on appelle une innovation clé des oiseaux-mouches pour
coloniser des milieux d'altitude. Et ça a permis la diversification d'autres groupes, et notamment dans les lobéidés. Ça, c'est un joli travail qui a été réalisé il y a quelques années, où il montre que l'effet de la pollinisation par les oiseaux-mouches a été un moteur à la diversification chez ces espèces. Donc le moteur à la diversification ici, ce sont des interactions biotiques et non pas des phénomènes de séparation géographique comme on l'a vu chez les ambrosaces par exemple. Donc on a aussi des moteurs biotiques à l'apparition de nouvelles espèces qui opèrent dans les montagnes tropicales. Un autre cas de pollinisation par les oiseaux, mais alors très curieux, c'est un cas de... Alors, la pollinisation par les oiseaux, donc on appelle ça ornithogamie, hein, ça ne veut pas dire se marier avec des oiseaux, ça veut dire se reproduire grâce aux oiseaux. Et donc, chez les calcéolaires, on a un cas chez Calceolaria iniflora, qu'on trouve beaucoup dans les Andes patagoniennes, et notamment beaucoup dans le parc national Torres del Paine. Cette espèce est pollinisée par un tinochore, donc ça c'est l'ordre des charadriformes, donc c'est les bécasses, les mouettes, absolument pas ressemblant. C'est une famille donc, qui est spécialiste des milieux andins, il y a 4 ou 5 espèces. Et cette espèce-là, elle vient manger cette partie florale qui est blanche et qui est sucrée. Et elle emporte les pollinies, un peu comme chez les orchidées, qu'elle se colle sur la tête. Et c'est comme ça qu'elle permet la reproduction croisée des calcéolaires du massif patagonien. Donc c'est un cas, je pense, unique de pollinisation par les oiseaux, qui n'est pas lié à une attraction par le nectar. Je vais vraiment passer très très brièvement sur les grandes glaciations, parce que ça fait déjà 45 minutes que je parle. Donc vous savez, ce qu'on croit savoir des glaciations, c'est ça, c'est que les Alpes étaient des grandes glaciations qui ont débuté il y a moins de 2 millions d'années, sont terminées il y a environ moins 20 000 ans, qui sont surtout des périodes très froides, mais surtout des périodes d'oscillation climatique. On pensait avoir dans les Alpes des immenses glaciers qui recouvraient tout et qui avaient tout décapé, et qu'on n'avait plus rien dans les Alpes pendant les glaciations. Alors on est un peu revenu de cette idée-là, parce que pendant longtemps, tout ce qu'on savait de l'effet sur les glaciations, sur la distribution des espèces, venait d'espèces qui étaient très communes et qui dispersent très facilement, très mobiles, qui sont celles-là. Et les travaux en génétique ont montré depuis longtemps que ces espèces-là s'étaient réfugiées vers le sud de l'Europe pendant les glaciations. Mais une botaniste suisse, Marie Brockmann-Gerosch, au XIXe siècle, a proposé que certaines espèces végétales auraient pu persister dans les Alpes sur des refuges qui auraient été simplement des montagnes qui émergeaient des glaciers. Donc on appelle ça des nunatak, qui veut dire montagne ou terre en inuit, parce que c'est un paysage qui ressemble typiquement au paysage que les Inuits connaissent dans les zones arctiques. Donc ça, c'est encore le massif Ekrimpelvu, vous voyez, c'est un jour de mer de nuages, donc on voit bien, c'était à peu près une altitude classique des glaciers dans cette zone-là, on voit bien qu'on a des sommets qui étaient immergés. Et d'ailleurs, des géologues de Grenoble ont réalisé des travaux de paléogéographie glaciaire, et ils ont montré que ça, c'est le massif Ekrimpelvu. Et vous voyez, ça, c'est une reconstruction, je passe sur les méthodes, ça s'appelle des nucléides cosmogéniques, c'est très rigolo comme nom, des méthodes de datation de la roche et du temps d'exposition au soleil, et ça leur permet de conclure, en fait, qu'on avait énormément, même dans la zone écrin, des zones qui étaient totalement libres de glace. Donc, on a potentiellement plein de refuges dans les Alpes sur lesquels nos plantes auraient pu persister. Et ça a été démontré chez l'Erythricium nanum, Erythrich nain, qu'on appelle aussi le roi des Alpes pour cette raison, grâce à des outils génétiques qui ont montré qu'on a des signatures, pour faire simple, de refuges glaciaires sur des montagnes du milieu des Alpes. Donc vraiment une plante qui a vraisemblablement persisté dans les Alpes pendant les périodes les plus froides de l'ère glaciaire. Alors du coup, moi je continue un peu ces travaux maintenant en augmentant le nombre d'espèces sur lesquelles on travaille, et on échantillonne d'ailleurs sur plein de sommets alpins un cortège d'espèces pour lesquels on espère déterminer en fait, l'existence ou non de refuges et le nombre de refuges. Donc c'est des travaux qu'on a commencé dans les écrins. Et alors ce que je voulais aussi préciser, c'est que ces espèces n'étaient vraisemblablement pas seules non plus pendant les glaciations. Ça, ce sont tous ces organismes, sont des organismes sur lesquels on a démontré aussi des refuges glaciaires intra-alpins. Donc on a affaire à des espèces qui sont herbivores, mais aussi des prédateurs et aussi des super prédateurs. Et donc on a vraisemblablement toute une chaîne trophique aussi qui était présente dans ces refuges glaciaires pendant les périodes même les plus froides de l'ère glaciaire. Donc voilà, je vais dire un mot sur ce travail-là parce qu'il est vraiment gratifiant. Avec les écrins, on a réalisé donc une cartographie de la végétation des hauts sommets de tout le parc. On a revisité tous les hauts sommets du parc. Et on a des listes d'espèces sur tous les sommets du parc. Et on utilise ça justement, et c'est pour répondre à une question de M. Allais tout à l'heure, on utilise ça pour réaliser des travaux de biogéographie insulaire en fait,
sur ces systèmes insulaires d'altitude. Et donc c'est justement quelque chose d'assez unique qui a été assez peu fait pour l'instant. Et donc voilà, on poursuit ces travaux actuellement. Je voulais finir sur cette métaphore, parce que vous savez que, en fait, Conan Doyle, quand il a écrit Le Monde perdu, était très influencé par, je pense, ce qui est une montagne, ou un type de montagne qu'on pourrait considérer être par excellence des îles dans le ciel, c'est bien sûr les tépuis vénézuéliens. Et d'ailleurs, vous pouvez voir à quel point il a été inspiré par les tépuis vénézuéliens. Et vous savez, l'histoire de Lost World, c'est ces histoires d'explorateurs qui explorent une montagne perdue et qui trouvent des lignées extrêmement anciennes, puisqu'ils y trouvent des dinosaures, justement. Donc c'est marrant que tu emploies le terme dinosaure quand tu parles du saxifrage du Mercantour. Et donc je pense que cette vision de la montagne a vraiment perduré pendant très longtemps. Et cette métaphore-là du monde perdu, et je pense représente bien la vision qu'on a eue de la montagne, de la biologie évolutive des organismes de montagne pendant très longtemps. Et donc quelque chose sur lequel je voulais insister, c'est que, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on a affaire, quand on s'intéresse à l'histoire évolutive de ces groupes, on voit bien qu'on a au contraire des groupes qui sont foisonnants, avec énormément d'espèces récentes et des phénomènes de spéciation actifs. Et ça va un peu à l'encontre de ce qu'on croyait savoir jusqu'à présent. Et donc voilà, je voulais dire que je pense que l'image actuelle des résultats en biologie évolutive sur les systèmes insulaires d'altitude est de très loin éloignée en fait, de cette métaphore qu'il faudrait enterrer. Mais je vous conseille quand même de lire Le Monde perdu, parce que c'est un roman passionnant. Et je voulais aussi finir en disant que j'ai beaucoup de collègues, ils sont tous ici, et je voulais remercier. Merci. Si vous avez des questions. Au début, vous avez parlé dans la datation, l'âge des plantes à coussin. Comment est-ce que vous déterminez l'âge d'une plante à coussin? Alors, donc les travaux qui ont déterminé ces âges-là, ils ont fonctionné de plusieurs manières. Une manière très simple qui a été employée jusqu'à présent. Je vais monter là parce que le son est bizarre quand on est en bas. Donc les travaux de datation sur les azorelles, par exemple, c'est tout simplement une mesure. Ils reviennent sur les coussins, ils mesurent une croissance radiale, hein, tout simplement, d'année en année, et ils extrapolent avec l'âge du coussin. Donc ça, c'est assez brutal comme méthode, mais on a des grands intervalles de confiance, mais on a quand même des ordres de grandeur qui sortent de l'ordre de plusieurs milliers d'années, hein, 1000 ou 2000 ans pour le minimum. Et sinon, pour la silène-à-colle, c'est des travaux un peu plus, j'allais dire, méthodologiquement un peu plus acceptables. C'est de la démographie individu-centrée, c'est-à-dire c'est des individus qui sont marqués. Chaque année, on a des plots sur lesquels on revient, on regarde la germination, les taux de germination, les taux de survie, on suit des individus comme ça, et c'est des travaux où on a des suivis sur 25 ans. Et ça permet d'estimer tout simplement la survie annuelle de ces différents coussins, en fonction de leur âge éventuellement, et à l'aide de modèles mathématiques d'estimer un âge maximum. Voilà, donc c'est quand même des travaux, des estimations qui sont porteuses d'erreurs, hein, évidemment. Donc pour ce qui est des travaux sur la silène-à-colle, par exemple, ils estimaient qu'un coussin de 25 cm pouvait avoir un âge entre, en gros, si je me rappelle bien, c'est 200 et 400 ans. Donc la médiane, c'est 300 ans. 25 cm. Hein. Et donc des fois, on trouve des coussins de 1 mètre de diamètre. Quoi. Donc c'est assez flagrant. Surtout que c'est comme un arbre, hein, bien sûr, la croissance radiale, elle diminue, elle n'est pas indépendante du diamètre. Donc on ne peut pas simplement extrapoler par une relation linéaire. Je voulais te remercier, Sébastien, pour ton propos, c'est juste brillantissime. J'ai vu que tu as fait beaucoup d'allusions à Serge Aubert. Il nous avait beaucoup parlé de ces transformations des plantes sur les hautes altitudes, là, les espeletias, les sénéciaux du Kilimandjaro, les plantes d'Éthiopie, de Hawaï, etc. Et tu as embrayé sur les plantes en coussinet. Je voulais juste savoir, en coussin, pardon. Au niveau génétique, comment on passe de plantes, a priori, qui étaient enfin c'est ce qu'il disait à l'époque, de moyenne altitude avec des formes un peu plus classiques? Est-ce que c'est de nombreux gènes qui permettent d'aboutir à ça? Est-ce que, ou d'une plante classique, comment on arrive à une plante en coussin? C'est des processus... Est-ce que tu parles de quelques innovations?